Adrienne Meunier, rue de l'Odéon, Fargue causeur. Léon-Paul Fargue, on le sait, était un causeur éblouissant. Il n'est pas un critique ou un chroniqueur qui, l'ayant connu et parlant de lui, ne mentionne le fait. On a vanté 100 fois sa verve, son esprit, sa fantaisie. Ce sont, en effet, les mots qui s'imposent. Je voudrais essayer aujourd'hui de donner une idée plus précise de ces fameuses conversations. La parole de Fargue était incroyablement vivante et vécue. Plus vécue, peut-être, que vivante. Fargue vivait intensément ce qu'il disait. Il se mettait en parole comme on se met en action. Son corps autant que son esprit entraient en jeu. Cette animation ne se traduisait pas par des gestes, des jeux de physionomie ou des allées et venues. Non, il ne mimait pas. Il gesticulait assez peu, il restait sur sa chaise. C'était tout autre chose. Il se ramassait plutôt, les bras près du torse, en poussant du front. Le mouvement essentiel restait intérieur, comme celui d'un moteur. On percevait une sorte de transpiration électrique. La voix de Fargue était belle, certes, moins tournée vers l'interlocuteur qu'attentive à ses circuits internes. Voix d'un timbre grave, aux intonations soignées, où l'humain semblait écrit à l'avance, enregistré et par conséquent plus apte à se manifester. Donc, la personne de Fargue était assez imperturbable, même dans l'agitation. Il n'avait pas tué la marionnette, il l'avait avalée. Comme la baleine. Jonas.
Elle s'agitait en lui avec une incomparable drôlerie. La drôlerie dans ses propos se manifestait surtout par l'esprit de caricature. En quelques phrases, en quelques mots, il réduisait quelqu'un à n'être qu'un objet dérisoire. Il faut convenir que c'était fort méchant. Par exemple, il trouvait à certains de ses confrères, dont je me garderai bien de donner les noms, l'air d'un stylographe ou d'un pied de mouton à la poulette, ou d'un strapontin ou d'un croupion. Devant la photo de tel grand poète, il disait: il ressemble à un gendarme anémique, à un maître baigneur. C'était toujours d'une ressemblance hallucinante. La personne se transformait sous vos yeux. Comme frappé par la baguette d'un sourcier. Il y a de bons exemples de ces charges dans Vulturne. Souvenez-vous du crâne d'esturgeon de Barès, bouchant un corneau de poulaine fétide, du Ritz et du Meurice avec les femmes à gueule de dragée supérieure et les diplomates en coton d'oreille. De tels jeux de massacre abondent dans les pièces de Fargue, écrites entre 1924 et 1928, et réunies dans Espace. Je me demande, en passant, si leur style n'a pas influencé Céline, dont le Voyage au bout de la nuit, apparu en 1932. Ce style endiablé, le plus satirique qui fût jamais est issu de ces conversations. Il parlait ainsi, et comme ses discours étaient beaucoup plus libres et plus directs que ses écrits, il n'y usait d'aucune précaution. Les noms des victimes n'étaient pas cachés, mais proclamés. Vous devinez, n'est-ce pas, que ça faisait fréquemment des fâcheries. Ce qui faisait sa verve impayable, c'était ses retours à la raison, au sens commun, à l'ordre établi. Il montrait alors un genre d'hypocrisie où le prud'homme et le malabar se mariaient curieusement. Il jouait le moralisateur, voire le censeur, prodiguait les bons conseils, les réprimandes et les sévères avertissements. Quand il vous infligeait de telles semonces, c'était loin d'être amusant. Mais quand c'étaient les autres qui attrapaient, on trouvait ça follement comique.
J'essayerai maintenant d'analyser la matière de sa parole, ce qui était comme son corps physique. Sans doute, sa façon de parler ressemblait-elle beaucoup à sa façon d'écrire, en moins serré, à plus grands traits naturellement. Il employait en parlant moins de mots précieux et précis, mais plus de termes familiers et argotiques. Ses trouvailles orales étaient aussi abondantes que celles de son écriture, mais plus naïves, moins forcées, souvent mieux jaillies. Il lui arrivait d'improviser des périodes, d'un montage si délicat et d'un mouvement à la fois si entraînant et si périlleux qu'on en avait le souffle coupé, comme quand on regarde un trapéziste. Dans les conversations de Fargue, il faut aussi noter la présence d'un fond commun pareil à un inépuisable almanach. Ce fond merveilleusement populaire était comme la chaîne d'un tissu sur laquelle passait et repassait la trame de son esprit personnel. Il lui servait à enchaîner, justement, à ne pas laisser de vide, à tenir son auditoire en le détendant, après l'avoir fortement tendu. Il était la présence aussi, dans son âme de roulier sentimental, l'expression est de lui, du monde des hommes, dont le sort par la bouche, un monde de paroles. Nul commis voyageur n'a jamais tant su et tant dit de rengaine, si bons mots, calembours, histoires de table d'hôtes et de caserne, grivoiseries, anecdotes historiques, refrains de romances sentimentales ou de chansons comiques. Il adorait les chansons de Dranem et les aventures du colonel Ronchonneau. La contrepétrie tenait une grande place dans ses propos. Il en tirait sans cabriole. Il la maniait vraiment comme personne, soit qu'il citât les classiques du genre. Dites, j'ai mangé une excellente tourte aux cailles à l'enseigne du Congre debout, etc. Soit qu'il en inventât en culbutant les mots, comme dans le fameux vers de Verlaine. Je suis venin, calme, orphelin. L'œuvre écrite laisse assez peu transparaître, s'écouter de bout en train, qu'il montrait surtout en société. On en trouve des traces dans les caquets de la table tournante, contenus dans Espace. Il y a un écrivain parmi nous qui a le don
de reconstituer la parole de Fargue. C'est André Becler, qui fut un de ses meilleurs amis. Becler a écrit un petit livre qui s'appelle « Dimanche avec Léon Paul Fargue ». C'est le meilleur et le plus vivant portrait qu'on ait jamais fait de notre Léon Paul. Et c'est un chef-d'œuvre. Aussi vrai que je suis là. « 1950 »